janvier 2022, la Russie entame une invasion de l'Ukraine dans le cadre d'une prétendue opération spéciale. Maintenant, ce conflit russo-ukrainien, qu'on le veuille ou non, implique le reste de l'Europe. Elle qui a à cœur de maintenir la sécurité sur son territoire, que ce soit maintenant face à la menace russe, ou même à l'avenir dans le cadre d'éventuels conflits. Et ce, sans que tous les yeux ne se tournent systématiquement vers la France, qui ne peut plus porter le poids de la dissuasion nucléaire pour tout le continent. À l'instant où je vous parle, l'Union européenne ne détient pas l'arme nucléaire. C'est la France qui la détient. Et la France, à elle seule, n'est pas représentative de toute une union. Pourtant, au vu de la situation actuelle, notre pays est par son bouclier atomique la nation protectrice de l'UE. Et ce n'est aujourd'hui plus possible de laisser cette responsabilité à un seul et même pays quand c'est toute une union qui est concernée. C'est pour cette raison qu'à compter du 1er janvier 2023, et pour un plan global à l'horizon 2035, avec un accord acquis de mes homologues européens, la France renoncera à l'arme nucléaire pour la transférer progressivement à l'Union européenne. La mise en place de ce projet inclura au fur et à mesure un enseignement pour la production de l'arme nucléaire à l'échelle européenne. Par arme nucléaire, on entend toute arme non conventionnelle qui utilise l'énergie dégagée par la fission des noyaux atomiques lourds. Plus simplement, il s'agit des puissances de feu telles que les missiles ou les bombes nucléaires. Les sous-marins nucléaires d'attaque, étant des sous-marins à propulsion nucléaire, ne sont pas concernés par notre projet de loi. Il en est de même pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, pourvu que ceux-ci soient équipés de charges militaires conventionnelles, encore une fois. En ce qui concerne le traité de non-prolifération de l'arme nucléaire, je tiens à rappeler que la France l'a bel et bien signé, mais ne l'a à ce jour jamais ratifié. Notre loi n'en est alors pas affectée et le transfert de l'arme nucléaire vers l'Union européenne est tout à fait faisable. Je tiens également à préciser que dans le cadre de notre projet, l'arme nucléaire ne sera aucunement transférée aux autres pays membres de l'UE en tant qu'individualité qui en bénéficierait à parts égales, mais bien à l'Union européenne en tant qu'entité supranationale. Toute décision concernant l'usage de cet armement devra donc passer par la politique de sécurité et de défense commune. Et monsieur, je prendrai votre question. Monsieur le Premier ministre, qui sera chargé d'appuyer sur le bouton rouge lors de la mise à feu de l'arme nucléaire? Je viens tout juste de le dire, la politique de sécurité et de défense commune qui sera au service de la défense commune de l'Europe. Aujourd'hui, c'est la souveraineté de l'intégrité de l'Europe et l'intégrité de l'Europe qui est menacée. Nous ne sommes pas des devins et nous ne pouvons pas prédire comment la situation évoluera au fil des années. Mais une chose est sûre, nous devons assurer à l'Europe une sécurité permanente qui ne repose pas uniquement sur les épaules de la France. Et même si l'OTAN a pour vocation de nous défendre, il faudrait sortir de la dépendance américaine, permettre à l'Union européenne d'être autosuffisante, de pouvoir se défendre seule et de renforcer la cohésion européenne, car tel est le principe même de notre Union. Ce sera tout le propos de M. Goria, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ensuite, sachez qu'aujourd'hui, la France met le 3/4 du budget pour l'équipement militaire dans le nucléaire. En somme, dans le contexte d'un conflit à haute intensité, typiquement un conflit conventionnel, même pour répondre à des attaques nucléaires, notre armée pourrait être à court de munitions en 2 à 3 semaines. Notre projet de loi permettra donc à terme d'allouer un budget plus important pour renforcer notre armée conventionnelle. Monsieur Turcas, ministre de la Défense, se chargera de vous détailler cela. Ce soir, il est temps pour nous de franchir un cap, d'être courageux, d'être audacieux. Pardonnez-moi, chère Assemblée, de m'emporter ainsi, mais là est un sujet qui me tient à cœur. Et l'histoire nous aura montré que c'est avec de telles vertus que nous accomplissons les plus belles choses. À commencer par l'Union européenne. Veuillez conclure. Qui encore aujourd'hui continue de s'affirmer sur la chaîne mondiale à tant de niveaux. Culturel, économique et j'en passe.
Il est temps maintenant de nous affirmer ensemble sur le plan militaire, car rappelez-vous que l'union fait la force. La France fut faite à coups d'épée. Si j'emprunte ce soir les mots de Charles de Gaulle, c'est pour rappeler une caractéristique majeure de notre pays. Oui, la France se caractérise par sa langue charmante, par ses paysages sublimes, bien sûr, par sa gastronomie d'excellence, mais également par sa puissance militaire, par cette capacité de garantir à tout Français sa protection et sa sécurité. Les derniers mois que nous venons de vivre ont vu les équilibres stratégiques, économiques, énergétiques et militaires largement remis en cause. Cette guerre, aux portes de l'Europe, nous a fait passer d'un « plus jamais une guerre » à « pourquoi pas une guerre ?» Et dans ce contexte d'insécurité accrue, de conflits, d'incertitudes, ce gouvernement voudrait nous retirer l'arme nucléaire. Mais quelle excellente idée! En présentant un tel projet devant cette assemblée, vous faites preuve d'une irresponsabilité sans nom. Vous soutenez, dans la configuration mondiale actuelle, vouloir renoncer à cette arme quand le fondement de votre mission en tant que gouvernement est d'assurer la protection des Français. Oui, car derrière vos discours de désarmement, au nom d'une hypothétique sécurité européenne dont vous ne pouvez pas nous garantir la stabilité, ce sont bien la sécurité de la France, la sécurité des Français qui sont en jeu. Je vais prendre votre question, monsieur le ministre. Madame, au regard du contexte actuel, pourquoi ne pas considérer qu'un bouclier nucléaire européen est plus qu'adapté? Parce que, monsieur, vous ne pouvez pas nous garantir ce bouclier européen. Vous ne pouvez pas nous garantir que des engagements internationaux peuvent être respectés. Vous ne pouvez pas nous garantir que le droit européen fonctionnera. Alors oui, bien sûr, nos forces nucléaires ne sont dirigées contre aucun pays et l'ambition première de la France doit être à tout prix le maintien de la paix. Mais l'arme nucléaire demeure une arme de dissuasion dont l'importance ne peut pas être minimisée. Nos forces nucléaires renforcent la sécurité de la France par leur existence même et demeurent la clé de voûte de notre sécurité et de la garantie de nos intérêts. Hier, comme aujourd'hui, elle garantit notre indépendance, notre liberté d'appréciation, notre liberté de décision, notre liberté d'action. Elle interdit à l'adversaire de miser sur le succès de l'escalade, de l'intimidation ou du chantage. Les 50 dernières années ont conduit à un décalage profond. La France a déjà démantelé sa composante nucléaire terrestre et notre pays n'a cessé de réduire et encore de réduire la taille de son arsenal, tandis que d'autres pays adoptent la stratégie inverse. Trop longtemps, nous avons pensé qu'il suffisait de montrer l'exemple et de dire qu'en se désarmant ou en minimisant nos arsenaux, les autres États nous suivraient. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien et les autres nations ont au contraire réinvesti. Alors le désarmement ou la passation d'armement vers l'Union européenne ne peut être un objectif. Il faut d'abord améliorer les conditions de la sécurité internationale. Au vu du rôle de la France dans les relations internationales et de sa responsabilité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, monsieur le député Grégoire Drouot exposera l'irrationalité de ce projet. Mais au-delà de la place simplement stratégique de l'arme nucléaire, il convient également d'envisager les répercussions économiques qu'un tel projet peut avoir sur nos concitoyens français. Qu'en sera-t-il de ces citoyens et de ces Françaises qui vivent de ce secteur industriel? Madame le député Clémence Pierson démontrera ainsi l'irresponsabilité d'un tel projet de loi qui viendrait bousculer l'équilibre de ce secteur sur lequel reposent des milliers d'emplois. Enfin, notre secrétaire général, monsieur le député Robin Dubreuil, conclura le débat en relevant les faiblesses de ce projet de loi et terminera de vous convaincre de la nécessité de conserver notre armement nucléaire français. Chère Assemblée, ce soir, il est temps de choisir.
La stratégie de défense de notre pays doit se définir par sa capacité à protéger la France. Elle doit nous donner la capacité de défendre nos intérêts souverains partout dans le monde. Elle doit nous permettre d'assumer nos responsabilités dans le maintien de la paix et la sécurité internationale. Elle doit nous mettre à l'abri d'un chantage et nous préserver. Elle doit garder notre autonomie de décision. Elle doit nous permettre de tenir notre rang et notre influence parmi les nations. Elle doit nous garantir la maîtrise de notre destin. Bravo! Allez, champion! Aujourd'hui, la France est quelque chose de plus qu'un simple membre de l'Union européenne. C'est un protecteur. Seule puissance à détenir l'arme nucléaire dans cette alliance, elle est celle qui projette une ombre menaçante à tous ceux qui pourraient devenir de potentiels agresseurs. Cependant, mes très chers membres de l'opposition, cette ombre que vous souhaitez garder exclusivement pour notre pays, est-elle véritablement là pour nous protéger ou n'est-ce là qu'une illusion dans laquelle vous vous bercez? Nous qui sommes éloignés de l'action et restreints dans ces dernières, sommes-nous véritablement capables d'assurer le rôle de protection? Et d'ailleurs, est-ce notre rôle de protéger l'Union européenne? N'est-il pas là un rôle qui devrait être incombé à cette union, de protéger elle-même ses membres, et non pas de se reposer sur eux? Oui, mesdames et messieurs, ce soir, je le dis haut et fort, la France ne doit et ne sera pas la seule responsable de la protection de l'Union européenne. Le contexte européen à l'Est est tendu, et la tension de la guerre monte. Les pays de l'Union européenne sont tous d'accord pour que cette arme nucléaire devienne une protection pour tous. Le bouclier nucléaire ne serait plus juste à la France, mais bien à l'Europe, afin que tous puissent bénéficier de cette protection et également de cette dissuasion. L'arme nucléaire défend les intérêts vitaux de la France. Mais quels sont-ils? Quels sont ces intérêts? Eh bien, dans ces intérêts, il y a l'Europe. Oui, sans l'Europe, la France subirait de réels dommages. Si demain, l'Europe est détruite, la France subirait de conséquences économiques et de sécurité terribles. Si l'on transfère l'arme nucléaire à l'Europe, il faut qu'une instance soit mise, et nous la mettrons en place. Une instance telle que le CEA, qui pourrait gérer la production, gérer les secrets du nucléaire, afin qu'il ne soit pas transmis à tous les pays, afin que ceci ne circule pas. Nous ne bafouerions pas le TNP sur la prolifération du nucléaire en faisant ainsi. Car l'Union européenne est une instance supranationale. Madame, je vais prendre votre question. Monsieur le ministre, vous dites tenir à une protection commune. Cela veut-il dire que vous allez supprimer l'armée française? Eh bien non, ce n'est pas là ce que l'on recherche. Nous souhaitons simplement redistribuer, enfin repositionner l'arme nucléaire à un niveau européen, afin de libérer du budget pour pouvoir construire une armée plus forte. Et nous en reparlerons avec celui qui nous suivra au gouvernement. Bien, l'Union européenne, une fois qu'elle sera consolidée par ce bouclier nucléaire global, il faudra qu'elle se rende indépendante d'autres instances qui ne sont plus capables d'assurer leur fonction primaire, de nous protéger, telles que l'OTAN. Oui, l'OTAN ne suffit plus aujourd'hui à protéger l'Europe et l'Union européenne. L'OTAN est une organisation très vaste et la cohésion est difficile à maintenir dans une pareille organisation. Regardez, c'est simple. Des pays tels que les États-Unis ou le Royaume-Uni, qui en font pleinement partie, sont aujourd'hui en train de s'éloigner de cette alliance avec nous. Et on peut le remarquer, les États-Unis, il n'y a pas longtemps, en 2021, ont pris à la France un contrat stratégique au niveau des sous-marins,
Un contrat que nous négocions depuis 2016 et qui pour nous était très important. En récupérant ce contrat, ils ont mis la France dans un état de rivalerie et ils les ont acculés. Ce qui prouve que les États-Unis ne sont pas l'allié que nous attendons d'eux. Non. Ces pays qui sont maintenant distants, on ne peut plus se référer à eux. Et le bouclier potentiel nucléaire américain n'est plus fiable. Dans un flou de défense, dans un flou de stratégie, il nous faut de la fiabilité, du concret. Et ce concret serait ramené par l'Europe et par une sécurité fiable. Tout ceci est symptomatique d'un état d'esprit pour ces pays. Et nous devons renforcer la cohésion sur notre continent avec l'Union européenne. La France n'est pas forte de son arme nucléaire, elle est forte de sa cohésion et elle doit être renforcée. Tel le signal appelant Batman dans les nuits de Gotham, promettant aux criminels de tout quartier un danger potentiel en cas d'exaction, l'arme nucléaire sera pour l'Union européenne l'outil de sa nouvelle campagne de dissuasion. Pouvoir aller d'un extrême à l'autre et tenir tout l'entre-deux. Voici la devise de l'arme nucléaire. Aller d'un extrême, la menace d'une destruction planétaire, pour en réalité tenir tout l'entre-deux, la paix mondiale. L'équilibre fin et complexe de la terreur nucléaire posée depuis la guerre froide est aujourd'hui le fondement de nos relations internationales. La dissuasion comme force de protection pour la France et uniquement pour la France. Alors, nous avons eu beaucoup de la part de ce gouvernement de forme, mais peu de fond. Alors, en réalité, quels sont les faits? La doctrine de cette arme, appelée destruction mutuelle ou équilibre de la terreur, est une façon de dissuader l'adversaire. Cette course à l'armement est en réalité davantage une stratégie de défense que d'attaque. La meilleure défense pour la France réside donc dans la dissuasion. Mais alors, une fois que l'on a compris ce postulat, on comprend aisément que cette arme nucléaire est un outil de paix pour la paix mondialisée. Aujourd'hui, la guerre est écartée par le simple outil, l'atome. L'atome que vous voudriez céder à une Europe qui aujourd'hui connaît des divisions multiples. Regardez à la frontière Est, dont vous êtes tant omnibulés, la frontière Est qui aujourd'hui comprend la Pologne, l'Autriche, la Hongrie, qui menacent de cesser leur union avec l'Union européenne, qui menacent de quitter notre union, qui menacent de faire fi de tous nos principes européens, et vous voudriez leur transférer le secret de l'atome. Eh bien, mesdames et messieurs, je pense que cette opposition le pense aussi, que banaliser l'usage de l'arme nucléaire par la transmission à autant de pays ne conduirait qu'à une seule chose, la banalisation de cette arme et l'emploi massif de celle-ci. Je prendrai votre question. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le fait que l'arme nucléaire ne sera pas redistribuée aux États en tant qu'individualité, mais bien à l'Union européenne en tant qu'union supranationale? Eh bien, monsieur, je me permets de vous rappeler deux choses. La première, pas d'arme nucléaire si nous n'avons pas de militaires pour l'exécuter. Si vous voulez exécuter un ordre militaire, il faut des militaires pour l'exécuter. Donc, qui sera chargé? Vous nous avez parlé d'un conseil, du moins j'ai bien compris, mais ce conseil, à qui donnera-t-il les ordres? Aux militaires français? Aux militaires européens? Aux nations entières? Nous ne voyons pas. Et deuxièmement, vous nous parlez d'une Europe de la défense en réalité. Votre projet, c'est une Europe de la défense. Elle a déjà existé. Elle est morte quand elle est née. Oui, mesdames et messieurs, une Europe de la défense, c'est quoi? C'est partager notre souveraineté militaire, la plus grande de nos souverainetés, l'État régalien, le Léviathan, celui qui nous protège, la transférer au tout venant, aux quatre vents. Pourquoi? Pour un prétendu idéal européen qui, je le rappelle, mesdames et messieurs, est avant tout une union économique et certainement pas politique ni militaire. Alors, quand on nous dit partageons, mais partageons jusqu'au bout alors. Laisserions-nous au Conseil de sécurité de l'ONU notre siège, vu que, paraît-il, nous devons transférer la plus haute de nos symboles, le plus haut de nos symboles, l'arme nucléaire? Transférons-nous alors notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Je vous pose la question. Enfin, mesdames et messieurs, j'espère que ce gouvernement a honte.
a honte et n'a pas d'honneur. Car oui, quand on parle de la sécurité des Français, on parle des citoyens. Et quand j'entends que ce gouvernement voudrait transférer la compétence nucléaire aux États européens, je me pose la question d'une protection efficiente. Oui, est-ce que ça sera à l'unanimité que le Conseil de l'Europe devra voter la résolution? Est-ce que ça sera à la majorité? Mais en réalité, mesdames et messieurs, comment va se faire le paysage politique? Eh bien, mesdames et messieurs, la France sera complètement dépossédée de l'arme qu'elle a créée, de sa création, mesdames et messieurs. Alors, quand nous arriverons au Conseil de sécurité de l'ONU, on nous dira vous pourrez partir parce qu'une fois que nous aurons renoncé à notre plus haute distinction, l'arme nucléaire, nous aurions en réalité plus aucune garantie de protéger la paix mondiale. Alors, gardiens d'un idéal, d'une conscience, l'immense honneur qu'est le nôtre, nous nous devons de protéger et donner la priorité à la protection des Français. Notre opposition, debout face à l'histoire et devant les hommes, affirme l'indépendance et la souveraineté de la France par l'arme nucléaire. Si votre seul objectif, mesdames et messieurs, était d'obtenir, membre du gouvernement, le prix Nobel de la paix ou du moins, je ne sais pas, une récompense de l'Europe, eh bien vous n'auriez jamais dû faire de politique. Car nous, notre priorité, c'est la sécurité des Français. Et puisque l'on peut détruire la France de n'importe quel endroit du monde, nous devons, notre force, de pouvoir agir en n'importe quel point du globe. C'est au tour du ministre 2 du gouvernement, Guillaume. Allez, Guillaume! C'est bon, les bébés! Mesdames, Messieurs, saluons le député qui m'a précédé pour avoir essayé de nous faire un long cours des géopolitiques, mais tâchons de lui ajouter un rapide cours de français. En effet, mesdames et messieurs, la France, notre projet que nous portons ce soir est un projet de grande envergure. Nous ne sommes pas ici pour essayer d'estimer si les concons doivent faire une taille suffisamment large avant d'être jetés. On est là pour repenser notre modèle de défense européen et comme vous l'avez souligné, en effet, c'est un projet de grande envergure. C'est pour cela que Monsieur le Premier ministre vous l'a dit, que ce projet prendra effet pleinement d'ici 15 ans. Alors, oui, encore beaucoup de questions est à poser, mais nous avons déjà répondu à la plupart sur l'organisation que nous allons établir pour l'armement nucléaire européen. Nous allons essayer de ne pas réappliquer les fautes du passé afin de pleinement conserver la souveraineté de la défense européenne. Car il y a derrière cette pression économique et militaire qu'on essaye de nous imposer comme un constat que l'on peut ignorer. Partons d'un postulat que vous allez vite comprendre, l'ogive nucléaire est aussi dangereuse qu'efficace. Hiroshima a été détruit par les premières ogives nucléaires qui arrivaient à détruire une ville entière. Aujourd'hui, elles peuvent détruire un pays tout entier. Oui, mesdames et messieurs, la réponse nucléaire se doit d'être l'ultime recours à une situation d'autodéfense critique. On ne peut pas passer par l'escalade car cela signifierait la fin de l'humanité. Et je vais prendre votre question. Monsieur le député nous a donné un cours de géopolitique, vous nous avez donné un cours de français, j'aimerais que vous nous donniez un cours de droit. Comment concilier souveraineté et Union européenne? Monsieur, la France est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne et nous, membres du gouvernement, croyons en la souveraineté de la France, croyons en la souveraineté de l'Union européenne et seulement ensemble nous arriverons à rendre honneur à la France et aux Français. Ainsi, mesdames et messieurs, de par la criticité de l'ogive nucléaire, eh bien, il y a des responsabilités qui nous incombent. En effet, Emmanuel Macron l'a d'ailleurs bien dit, si demain la Russie attaque avec une force tactique nucléaire l'Ukraine, eh bien, on ne pourra pas réagir avec davantage d'ogives nucléaires, mais uniquement par une réponse militaire, une neutralisation avec notre armée conventionnelle des forces aériennes russes. On n'utilise pas le nucléaire pour répondre à nucléaire aujourd'hui car nous n'en avons pas assez. C'est ça la défense nationale. Alors,
de par ce constat, que nous nions pas, absolument pas, car nous sommes d'accord avec cette philosophie, on se rend compte que la doctrine de sensibilisation et de ne pas être attaqué nucléairement devient alors obsolète. Nous nous devons ainsi d'allouer davantage de moyens à l'armée conventionnelle. C'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous devrions faire, mais c'est ce que l'on ne peut pas faire. Sébastien Lecornu, ancien ministre de la Défense, nous l'a d'ailleurs avoué de son temps. Si demain la France se fait attaquer militairement, elle ne pourra pas réagir avec son armée conventionnelle. C'est simple, elle ne tiendra que 10 jours. Pas parce que l'armée n'est pas assez formée, parce que l'armée n'est pas assez équipée. En effet, manque de munitions, dépassement des technologies, vieillissement de nos véhicules. Il y a en fait dans le dernier constat du ministère de l'Intérieur datant de 2021 qui estime que plus de 50% de notre matériel nucléaire, de notre matériel de l'armée est inefficace. À ce stade, on va arriver où on n'aura même plus assez de véhicules pour défiler le 14 juillet. Pourtant, notre budget de l'armée n'aura jamais été aussi élevé. Alors, comment se fait-il ? C'est très simple, monsieur le Premier ministre nous l'a expliqué. Plus de 75% du budget à l'armement est consacré uniquement à la dissuasion nucléaire. Avec cet argent, mesdames et messieurs, comprenez que l'on pourrait construire 2 porte-avions par an, que l'on pourrait moderniser nos infrastructures, que l'on pourrait moderniser nos équipements, que l'on pourrait équiper tous nos soldats de munitions suffisantes. Mais on ne le fait pas. En fait, l'arme nucléaire, la dissuasion nucléaire n'est pas un symbole de notre souveraineté, n'est pas un symbole de notre puissance, mais la raison de notre soumission. Alors, mesdames, messieurs, il faut transférer le bouclier atomique à l'Union européenne afin de repenser nos priorités de défense nationale. Alors, mesdames et messieurs les députés, je vous en conjure, votez pour notre projet. Votez pour à la fois une défense européenne, pour repenser nos priorités de défense nationale, pour également que les erreurs d'hier ne soient plus celles du présent, pour que la France, si jamais demain on veut qu'elle soit grande, qu'elle cesse de se reposer sur les solutions d'hier. « 6 août 1945, 8h15, ville d'Hiroshima. La soute d'un B-29 s'ouvre. Une lumière aveuglante jaillit soudainement, puis vient l'explosion dans un bruit fracassant. Fracassant, mais de courte durée, car aussitôt, un terrible silence s'installe. Un épais brouillard laisse peu à peu place à une profonde obscurité et à une fine pluie venant de ces relents radioactifs noircir un peu plus ce terrible décor. Une ère nouvelle a commencé ce jour-là, faisant prendre conscience à l'humanité tout entière du danger que représentaient les armes nucléaires. Peut-être qu'un tel drame était nécessaire pour prouver au monde entier la cruauté dont est capable l'être humain. Mais cette arme est et reste le meilleur moyen d'éviter une catastrophe humaine. Si l'homme était bon, il serait rationnel de penser à renoncer à l'arme nucléaire. Mais la bonté ne fait pas partie de la nature humaine. Partant de là, renoncer à l'arme nucléaire serait nous rendre vulnérables face à des opposants faisant bien moins de scrupules. L'homme n'est pas bon, mais il est rationnel, et sa raison le pousse à se battre pour se préserver dans son être. L'atrocité qu'ont connue les villes d'Hiroshima et de Nagasaki est le fondement de notre principe de dissuasion. Il est essentiel de disposer d'un arsenal nucléaire pour dissuader toute attaque d'un pays étranger. Je prendrai votre question. En quel sens l'Union européenne est-elle un opposant à la France ? Parfaitement, eh bien j'y viens. Votre question me donne une parfaite transition pour dire que la protection que nous devons apporter à nos concitoyens, la protection que nous devons apporter à notre peuple est doublée d'une seconde protection qui est la protection de notre territoire.
Par conséquent, l'arme nucléaire est le dernier rempart face à la cruauté humaine. Que se passera-t-il le jour où un conflit éclatera entre les pays membres de l'Union européenne? J'accuse ce gouvernement européiste de faire passer ses relents fédéralistes avant la sécurité de notre peuple. Gardons-nous bien de sacrifier notre sécurité sur l'autel du fédéralisme européen. À ce titre, rappelons aux membres du gouvernement que la souveraineté est indivisible. Ainsi, on ne saurait concevoir une souveraineté qui serait à la fois française et européenne. Renoncer à l'arme nucléaire nous mettrait dans une situation de dépendance vis-à-vis d'autres États ou vis-à-vis d'une simple confédération d'États comme l'Union européenne. Comment protéger efficacement nos citoyens si notre défense dépend d'autres pays? Aujourd'hui, notre filière du nucléaire est entièrement française. La simple arme nucléaire crée plusieurs milliers d'emplois. Des milliers d'emplois ont été créés dans le secteur de la recherche et de la maintenance de notre armement. Des milliers d'emplois que ce gouvernement propose de détruire pour faire des coupes budgétaires, pour permettre une protection européenne avec des pays dont nous ne faisons même pas partie d'une fédération, mais je le rappelle, d'une confédération. Le nucléaire fait vivre l'industrie française. Les programmes nucléaires français ont des retombées importantes dans les autres domaines de l'industrie, de la défense. Les exigences d'innovation, de fiabilité, de sûreté contribuent à l'amélioration de technologies à usage militaire. Alors, je vous en conjure, ne renonçons pas à ce secteur en plein essor. Renoncer au nucléaire, ce serait retirer un tissu économique fertile et en plein développement à la France. Cette recherche et ce développement nucléaire et militaire qui permettent de faire évoluer le nucléaire civil. Alors j'entends les allégations du gouvernement. On essaye de nous faire croire à une défense européenne commune. On essaye de nous faire croire à une Union européenne unie. Mais gardons-nous bien de tomber dans cette naïveté grotesque. Prenons la clarté de notre raison pour guide. Gardons-nous bien de renoncer à notre sécurité nationale. Gardons-nous bien de renoncer à notre souveraineté nationale. L'État français est souverain et indépendant. Et gardons-nous bien, encore une fois, d'en faire une coquille vide dépendante d'une union fédérale qui ne dit pas son nom. Ce soir, c'est pris d'une forme de sacerdoce que Madame la Sainte Mère, chef de l'opposition, nous a prêché la bonté et la gentillesse de dire que si on renonce à l'armement nucléaire, c'est uniquement par bonté. Non, si nous renonçons à l'armement nucléaire, c'est pour renforcer notre armement conventionnel et notre armée conventionnelle. Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on n'aura plus de souveraineté de défense, au contraire, on aura une souveraineté bien plus accrue, parce que si demain Berlin, Rome, Madrid ou n'importe quelle autre capitale européenne se fait attaquer par une bombe nucléaire, oui, dans tous les cas, nous réagirons par une arme nucléaire. Cette fois-ci, elle ne sera pas décidée par la France seule, mais bien par les pays membres de l'Union européenne, tous impactés par une attaque potentielle. Il ne s'agit pas de dire, comme l'a rappelé M. Turcaz, qu'en cas d'attaque tactique sur le front ukrainien, eh bien, nous ne réagirons pas avec une arme stratégique, c'est-à-dire qu'il y aura une réponse proportionnée à l'attaque, car si nous réagissons également avec une arme stratégique nucléaire, au lieu de détruire une ville, on peut détruire un pays, voire plusieurs pays en entier, et c'est la fin de l'humanité tout simplement, car ça s'appelle l'escalade. Cette fois-ci, au lieu d'envoyer quelques ogives nucléaires, eh bien avec, c'est non pas une coupe budgétaire, mais bien une réattribution du budget vers l'armement conventionnel, eh bien on pourra répondre avec plusieurs flottes de Rafale, plusieurs flottes de sous-marins, et une armée bien plus puissante qui pourra tenir bien plus de 10 jours en cas d'attaque. Vous avez rappelé cette phrase du général de Gaulle,
que la France fut faite un coup d'épée, eh bien la France ne fut pas faite à coup d'ogive en effet, car les épées sont toujours des armes conventionnelles et elles ne menacent pas de détruire l'humanité entière au moindre lancement. Ensuite, vous parlez de la souveraineté. Cette opposition a beaucoup parlé de la souveraineté en cas de militaire, d'influence. Mais où est notre influence quand nous ne sommes plus capables d'intervenir sur le théâtre d'opérations qui peuvent nous menacer directement? Quand nous sommes obligés de renoncer à nos opérations en Afrique où le djihadisme menace? Où les États européens préfèrent être protégés par les Américains car ils considèrent que nous ne sommes pas assez forts pour les protéger. Eh bien, ce n'est pas un renoncement à l'arme nucléaire que de dire qu'on n'en produira plus, mais un transfert de compétences vers l'Union européenne. Tous les États au sein de l'UE n'auront pas une responsabilité individuelle, mais la responsabilité sera bien collective. Et c'est ça le sens de ce renoncement. Non pas un renoncement total. Il ne s'agit pas également d'une Europe de la défense où il y aurait un commandement qui mélangerait les armées européennes. Non, ce serait un bouclier nucléaire. Tous les États européens seraient protégés par ce même bouclier. Et ce serait ça la véritable dissuasion, parce que la dissuasion n'est pas seulement française, elle est européenne. C'est ce que nous faisons actuellement en protégeant l'Europe. Et je prendrai votre question. Vous nous dites que ce ne sera pas une Europe de la défense, alors que vos trois chers collègues l'ont asséné avant vous. Pouvez-vous nous clarifier la chose suivante? Qui appuiera sur ce bouton? Nous avons parlé du comité qui sera en charge d'appuyer sur ce bouton qui sera composé des chefs d'État européens. C'est donc en effet ce comité qui prendra la décision à l'unanimité des pays européens, comme nous le faisons actuellement dans tous nos votes de loi. Car en effet, vous dites que c'est une perte de souveraineté, que c'est un fédéralisme, mais l'Europe permet aussi des avancées. C'est grâce à l'Europe que nous avons Schengen. Vous n'avez pas besoin de présenter de passeport à chaque frontière. Vous n'avez pas besoin de payer des droits de douane partout. Alors en effet, quand c'est une avancée, quand ce sont des avancées, il faut les souligner et il faut les renforcer. Et c'est ce que notre projet a pour but, car en effet, en renforçant notre armée conventionnelle, nous n'aurons plus besoin d'agiter toujours la dissuasion nucléaire, puisque dans le cas extrême et que nous appuyons sur le bouton, il faut que nous soyons attaqués par une arme nucléaire ou que nos pays alliés les plus frontaliers soient également attaqués par l'arme nucléaire. Or, là, nous aurons une armée qui permettra d'intervenir partout et, comme nous vous l'avons dit, le transfert ne se fera pas du jour au lendemain, mais il se fera sous 15 à 20 ans, puisque nous prévoyons le transfert définitif d'ici 2035. Il ne s'agit pas de dire que notre arme nucléaire est un symbole de puissance, la garant de notre souveraineté, car ce qui fait la force française, c'est d'être cette puissance alternative. Le traité de non-prolifération a été signé en 1968 et rentré en vigueur en 1970. Car à l'époque, deux puissances nucléaires menaçaient de se faire la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car l'URSS a été démantelée. Et c'est au contraire une puissance qui veut remanteler cette URSS. Veuillez conclure. Menace. Ainsi, nous ne pourrons plus nous reposer sur les enjeux géopolitiques d'il y a 60 ans, mais nous devons penser demain à partir des faits d'aujourd'hui. Un homme a dit un jour, la France ne peut être la France sans la grandeur. La grandeur, messieurs du gouvernement, retenez ce mot. Qu'est-ce que c'est que la grandeur en 2022? Qu'est-ce que c'est que la grandeur dans un monde toujours plus menacé? La grandeur, la puissance, la protection, c'est l'arme nucléaire. Alors, dans ces débats, nous avons entendu une flopée de contradictions, une philosophie constitutionnelle de comptoir, un mélange entre les notions de souveraineté, nous avons entendu un mélange entre l'Union européenne et l'Europe, nous avons entendu 1000 contradictions, nous avons entendu un gouvernement d'incompétents.
En réalité, l'enjeu de ce débat, c'est bel et bien notre existence en tant que nation. C'est notre existence en tant que nation, puisqu'il s'agit de notre souveraineté. Il s'agit de protéger l'acte le plus fondamental d'existence d'un État, la souveraineté. La souveraineté, qu'est-ce que c'est? La souveraineté, c'est cette capacité pour un État d'agir en toutes circonstances. Donner notre arme nucléaire à l'Union européenne, c'est nous retirer cette compétence ultime. Nous n'avons toujours pas la réponse à cette question. Qui appuiera sur le bouton? Elle est essentielle. Elle est essentielle. Vous nous dites que ce sera un corps de chef d'État. Nous ne savons pas qui, parce que cette décision est tout de même d'une certaine importance. Vous devriez le savoir. Et vous nous dites que la décision sera prise à l'unanimité. Mais vous rendez-vous compte? Il y a 15 minutes entre Moscou et Paris pour faire sauter l'Europe. Pendant 15 minutes, on va devoir attendre que tout le monde s'accorde avant d'appuyer. Et quelle audace que de dire que la France n'a pas les épaules pour tenir l'arme nucléaire. Mais comment osez-vous? Mais quel manque de considération pour notre pays. Je suis tout simplement affligé. Affligé de voir que vous considérez la France comme un pays incapable. Affligé de voir que vous considérez la France comme non capable de tenir le rang qu'elle a tenu pendant 1000 ans. Quelle est votre question? Monsieur, où est notre souveraineté et notre défense que vous saluez si tant, quand la France ne peut même plus défendre son propre territoire faute de moyens? Rappelez-moi, depuis que la France possède l'arme nucléaire, c'est-à-dire depuis 1960, rappelons les dates, depuis le général de Gaulle, je reprendrai plus de questions, vous pouvez vous asseoir. Depuis que nous possédons l'arme nucléaire, la France n'a jamais été attaquée. Elle est là, notre défense. Elle est là, la clé de notre sécurité. C'est la possession de l'arme nucléaire. Vous avez ajouté qu'il y a une cohésion européenne qui est en jeu. Quelle cohésion européenne à l'heure de la rupture totale du couple franco-allemand? Quelle cohésion européenne à l'heure où l'Allemagne refuse d'acheter nos Rafales? Quelle cohésion européenne à l'heure où l'Allemagne se fournit chez les Américains? Quelle cohésion européenne à l'heure où l'Europe, justement depuis le Brexit, est en train d'exploser? Vous vous trompez surtout pas. Et ensuite, monsieur le ministre, vous nous parlez à raison de la faiblesse de notre armée. Mais si notre armée est faible, mais faites des réformes! Arrêtez de l'affaiblir encore plus en nous dépossédant de l'arme nucléaire! Enfin, soyez cohérents un instant! Ou ne le soyez pas. Encore une fois, du reste, vous n'avez pas répondu sur notre question au sujet du Conseil de sécurité. Est-ce que la France, qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, garanti par sa possession de l'arme nucléaire, devra également céder son siège à l'Union européenne, à une instance qui n'est pas un État, du reste, donc qui ne peut pas être reconnue par l'ONU, et qui, encore une fois, nous fera perdre, une fois de plus, de la souveraineté. Mais vous ne semblez pas aimer la souveraineté, vous ne semblez pas aimer la France, en fait, donc je ne sais même pas ce que vous faites ici, du reste. Vous pouvez vous rasseoir, je ne poserai pas de questions, mais remarquez, vous décorez la salle. Je continue. Vous nous parlez tout de même, les incohérences sont multiples, mais également vous dites que c'est un renoncement, monsieur le rapporteur général. Vous avez parfaitement raison, c'est un renoncement. Et en quoi est-ce que ce projet de loi peut être une avancée si précisément c'est un renoncement? Pendant plus de 1000 ans, la France a fait l'histoire du monde, précisément par ses armées, précisément par sa force nucléaire depuis 1960. L'arme nucléaire, c'est la continuité de ce mouvement, c'est la continuité de l'expression de la puissance de la France, de l'expression de sa souveraineté. Nous avons, à l'opposition, et je suis sûr dans cette assemblée, une haute idée de notre pays. La France est capable, la France a les épaules, la France a le courage de tenir le rang en possédant l'arme nucléaire. Et vous ignorez du reste que depuis l'OTAN, ce traité que vous rejetez, nous défendons de facto tous les pays européens avec l'arme nucléaire en la possédant. Nous n'avons pas besoin de la transférer. L'arme nucléaire, c'est la garantie de notre indépendance. L'arme nucléaire, c'est le pouvoir de résistance. L'arme nucléaire, c'est l'incarnation de notre résilience. En somme, l'arme nucléaire, c'est la France.